Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité, c'est l'adage de la chaîne. Et vous n'allez vraiment pas être déçus parce qu'on met la barre pas très haut comme d'habitude. Donc on se retrouve pour une vidéo news qu'on enregistre juste quelques jours avant le réveillon. Donc si les machines ont attaqué l'humanité le 1er janvier 2023, nous ne sommes pas au courant. Mais par contre on est allé chercher les news, il n'y en avait pas beaucoup, mais des news qui nous ont intéressés cette semaine pour vous. Et évidemment, pour commencer, pour les faire, c'est un petit peu vraiment, c'est le haut du panier de notre presque qualité, c'est évidemment Kerr. Kerr, quelle est, déjà bonjour à toi, et quelle est ta news pognon? Bonjour à tous, oui, c'est le fameux bug de l'an 2023, bien connu. Alors, on va commencer bien sûr par le pognon et Avatar 2 qui fait beaucoup parler, on vous en avait parlé dans la précédente vidéo, un démarrage un peu faiblard aux US qui était lié à plein de choses, notamment par exemple la Coupe du Monde, mais on avait quand même dit qu'il fallait pas s'inquiéter parce que le démarrage d'Avatar 2 était légèrement au-dessus de celui d'Avatar 1, qui a quand même terminé à 2,9 milliards de dollars, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter du côté de James Cameron. Alors il y a eu beaucoup d'articles qui parlaient d'échecs, de flops, de naufrages. On en est loin et la carrière actuelle d'Avatar 2 le confirme très largement. On va déjà parler au niveau français, puisque Avatar 2 cartonne en France. Le film a même réalisé une jolie prouesse puisqu'il a augmenté son nombre de spectateurs entre sa première et sa deuxième semaine. C'est très rare. Sachez qu'en moyenne, un film perd environ entre 50 et 70% parfois d'audience entre sa première et sa deuxième semaine. C'est surtout vrai aux États-Unis, mais ça l'est aussi en France. T'es trop habitué à couvrir des Marvel. De quoi ? Oui. T'es trop habitué à couvrir des Marvel qui font le haut du box-office et... Une fois que les fans et le bouche à oreille a marché, les fans sont venus le voir avec le bouche à oreille a marché, les audiences... Ça arrive pour des petits films d'avoir une baisse qui est réduite du fait, comme tu l'as dit, du bouche à oreille. Mais là, Avatar 2 a augmenté de 10% sa fréquentation entre sa première et sa deuxième semaine. Il est déjà à 5,7 millions d'entrées au box-office. Je parlais du cinéma français à la fin, mais là je reste sur Avatar pour vous dire que le film marche particulièrement bien. Alors aux États-Unis, c'est correct avec 300 millions de dollars engendrés pour l'instant. À l'international, on est à 700 millions, ce qui fait que Avatar est déjà milliardaire après un peu plus de 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines d'ailleurs. Il est déjà devant Jurassic World Dominion. Tiens, prends ça, film tout pourri. Et c'est un immense amoureux de Jurassic Park qui le dit. Et Avatar 2 est donc là en train de viser le numéro 1 qui est Top Gun Maverick avec 1,4 milliard. Top Gun Maverick, mon cher Greg, est, figure-toi, le 11e plus gros succès de l'histoire du cinéma, si on s'en tient bien évidemment aux recettes. Hein. Vous savez que ça ne prend pas en compte l'inflation. Et en ce moment, ni les ventes de DVD, de Blu-ray, et surtout le merchandising qui, par exemple, fait exploser Star Wars. Oui, mais ça, le box-office, c'est pas ça. Le box-office, c'est juste l'exploitation en salle. Et donc, Top Gun Maverick est 11e. Avatar est bien évidemment le premier avec 2,9 milliards. Il a profité de sa ressortie pour dépasser aisément Endgame, qui l'avait détrôné un temps. Voilà. Et alors, les spécialistes commencent à dire que Avatar peut assez logiquement viser... Avatar 2 peut assez logiquement viser les 2 milliards, ce qui ferait de lui un potentiel top 6, top 5 ever, et peut-être grossir encore plus, et pourquoi pas aller chercher le podium. S'il est dans les 4 premiers, sachez qu'il y aura donc, mais ça on est bien évidemment dans les hypothèses, mais on aurait 3 des 4 films en tête du box-office seraient des films de James Cameron. Et j'ai regardé, mon cher Greg, petite anecdote, dans le top 30 des films les plus rentables, des plus rentables non, mais de ceux qui ont engrangé le plus de dollars, il n'y a que 2 films qui sont sortis avant l'année 2000. C'est Titanic, 3e, et Jurassic Park, 30e. Donc voilà, alors bien évidemment, on le répète, c'est sans l'inflation, puisque sans l'inflation, le plus gros succès de l'histoire du cinéma, c'est Autant en emporte le vent,
avec un nombre d'entrées qui ne sera jamais égalé aux États-Unis. Ça, c'est une certitude, puisque plus d'Américains à l'époque ont vu autant n'emporte. Enfin, il y a eu plus d'entrées aux États-Unis pour autant n'emporte le vent qu'il n'y avait d'Américains. Pour vous dire à quel point les gens sont allés voir ce film et l'ont vu plusieurs fois surtout. Donc voilà, et je vais revenir un peu sur le cinéma français avec la nouvelle du SUM, et pas du Sun, hein, l'hebdo anglais à la con, puisque pour la première fois depuis 33 ans, tu te rends compte, on avait quel âge il y a 33 ans? On n'était même pas On nés, mon cher. avait pile 18 ans. C'était la première Ouais. fois où on est allé dans un bar, On était un en Irish fac. Club, tu te souviens? C'était génial. Notre entrée en fac il y a 33 ans. Pour la première fois depuis 33 ans et 1989, aucun film français n'est dans le top 10 du box-office national. Voilà, alors je vais vous le faire, le box-office national. Premier, Top Gun, avec 6,6 millions. Il va se faire dépasser par Avatar 2. Avatar 2 qui est deuxième. Les Mignons 2 est troisième. Jurassic World, 2 millions. Cacaproot est quatrième. Black Panther Wakanda Forever est cinquième. Strange 2 est sixième. Batman, Thor, Les Animaux Fantastiques, le dixième Uncharted et le 11e premier français, qui était aussi une preuve de bon goût, j'ai envie de dire, le fait qu'il ne soit pas plus haut. C'est qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu. Alors ça doit être le 2, le 3, le 4, le 5, je ne sais plus, je m'en fous. Ensuite on a Novembre, qui est un autre film français, qui est sorti au mois de novembre, je crois. Simone sur Simone Veil. Ensuite on a Sonic 2, Black Adam, qui est 15e. Comme quoi Dwayne Johnson a raison, c'est un carton. Et voilà, je ne vais pas vous faire non plus Il y a un film qui est sorti il y a peu de temps, qui est Le Chapeauté 2, qui marche bien, et qui va s'offrir le scalp, qui s'est d'ailleurs déjà offert le scalp de Buzz l'éclair, le Disney Pixar, qui s'est voté cette année. Et puis, puisqu'on parle de succès moyen, bof, sachez que Black Panther Wakanda Forever n'a engendré pour l'instant que 800 millions de dollars. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, si je les avais, les 800 millions de dollars, je serais bien content. Eh ben oui, moi aussi. Mais comparé aux recettes du premier Black Panther et aux attentes, et à, on va dire, la hype tout autour de la sortie du film, le décès malheureux, bien évidemment, de Chadwick Boseman, le fait qu'on n'avait pas eu d'énormes Marvel cette année, que c'était vraiment celui qui devait être en haut de la montagne, et Black Panther, c'est un petit échec quand même à 600 millions à la 6e place et 800 millions de dollars. Par exemple, Batman, qui est juste derrière lui, à 30 millions seulement derrière, qui est un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, il a bien marché aussi. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus la catastrophe pour Disney, hein, puisque Thor est juste derrière. On a Doctor Strange qui est quasiment à 1 milliard, il est à 950 millions. Il y a Avatar 2 qui récolte moult piécettes. Mais du côté de Marvel, c'est quand même pas des résultats fantastiques. Ils nous avaient habitués à beaucoup plus fort. Voilà, mon cher Greg, pour le box-office de la semaine. À toi. Après, j'ai la news de la semaine, qui est une news majeure. C'est peut-être la news la plus importante depuis 35 ans. Mais tu sais, à mon âge, 35 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Du coup, moi je vais vous faire ma news de la semaine. Et ma news de la semaine, c'est l'annonce du nouveau M. Night Shyamalan. Alors je sais, certains disent qu'il faut mieux prononcer M. Night Shyamalan, mais je préfère la version classique de ce nom. Et du coup, en fait, moi j'aime beaucoup ce réalisateur, pour pas répéter le nom. Et ce réalisateur, j'avoue que il n'a pas fait que des succès. Hein. The Last Airbender était loin d'être un bon film, mais il a fait beaucoup aussi des de belles films merdes que j'ai trouvé très intéressants. Qu'est-ce qu'il y a, Kerr ? Non, je disais de manière très discrète qu'il avait aussi fait de belles merdes. Oui, mais il a aussi fait de très bons films. Ah oui, c'est un de de mes réalisateurs moi, je suis préférés. toujours très intrigué, j'ai toujours hâte de voir un film de ce réalisateur et donc ils viennent d'annoncer qu'il allait travailler sur une adaptation. C'est que la 3e fois dans sa carrière qu'il travaille sur un scénario qui n'est pas un scénario de lui. C'est un scénario qui est adapté donc d'une nouvelle de Paul J. Tremblay de 2018, donc c'est une nouvelle qui est assez récente et ça s'appelle Knock at the Cabin, donc
toc toc à la porte de la petite maison au fond du jardin, en français. Et je présuppose... C'est l'adaptation d'une chanson de Laurent Gérard ou pas? De quoi? C'est l'adaptation de la chanson de Laurent Gérard? La cabane au fond du jardin, c'est un charmant petit coin. Ah, tu connais voilà. pas? Autant d'anecdotes et surtout de clins d'œil à cette culture passée. Yves Montand, si tu nous regardes. Et donc, en tout cas, du coup, eh bien, quel est le pitch? Parce que le pitch, c'est avant tout ce qui fait souvent la force des Shyamalan. Eh bien, le pitch, c'est qu'une famille voit arriver 3 individus, dont un sera joué par notre ami Dave Bautista, et 3 individus tapent à la porte, ils arrivent, et ils annoncent que ça va être la fin du monde, qu'il y a un événement. Alors j'ai bizarrement pas trouvé exactement quel était l'événement, puis je crois que visiblement, d'un site à l'autre, ils voulaient pas le dire pour pas que ce soit un spoil. Et en fait, donc, c'est la fin du monde, sauf si la famille décide volontairement de sacrifier un des membres de la famille. Et donc, évidemment, les questions, c'est vont-ils croire ces gens? Sont-ils des fous? S'ils les croient, comment sacrifier quelqu'un de sa propre famille? Autant de questions auxquelles ce film va essayer de répondre brillamment, comme presque tous les autres films de Shyamalan. Et en tout cas, voilà, moi, un film de ce réalisateur, eh bien, j'ai hâte de voir. Voilà. Ça te tente, mon cher K? Oui, mais après, c'est le problème de Shyamalan, c'est que, tu vois, moi, j'ai pas peur de le dire. Shyamalan. Et ça tombe, je l'ai dit 20 fois très mal. Et en fait, ça me fait peur parce que la première partie de sa carrière n'est fait que de très grands films à mes yeux. Et à partir du village où la recette commence à être déjà un peu trop usée, on va dire, il a proposé des films de mauvaise facture, que ce soit Phénomène avec Mark Wahlberg ou bien évidemment, tu l'as dit, The Last Airbender ou le film avec Will Smith et son fils. Moi, j'ai pas été particulièrement bouleversé par Glass, encore moins par Split et encore moins par Glass, malgré la présence du personnage d'Incassable. Mais moi, franchement, cas, Split et Glass, j'ai trouvé que c'était un retour petit à petit, peut-être pas au sommet de son art, mais un vrai retour. Donc ça, moi, en ça tout me cas, chauffe beaucoup. je peux te dire que j'ai très hâte de faire la tier list Shyamalan. Idée comme ça, lancée. Mais j'ai très hâte, très hâte. Quelle est ta news de la semaine, mon cher Car? Eh ben, je l'ai dit, je l'ai teasé, et c'est probablement vrai. C'est la plus grosse news de ces 35 dernières années, si on écoute James Cameron, qui en a plus qu'assez de devoir répondre toujours à la même question. Cette question, c'est quoi? C'est mais pourquoi Rose, dans Titanic, laisse-t-elle mourir Jack de manière aussi égoïste, alors que sur la planche qui lui servait de radeau, il y avait largement la place d'installer une tente Quechua pour 2 personnes. Et en fait, dans le Toronto Sun, James Cameron, dans une interview pour la promo d'Avatar 2, a dit qu'il avait en fait mené une étude très sérieuse. Il a dit on voulait mettre un terme aux spéculations autour de la mort de Jack et de la responsabilité de Rose. On rappelle d'ailleurs que pour info, Kate Winslet ne peut plus sortir de chez elle depuis la sortie Titanic à cause de ça, elle est poursuivie par les autorités. Nous avons réalisé une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie. Donc l'expert en hypothermie, c'est clairement un mec qui n'a pas froid aux yeux. Et il a reproduit le radeau du film pour voir si il y avait une chance de survie pour les deux, et avec différentes méthodes et dans toutes les situations. En fait, il s'est avéré qu'un seul des 2 personnages ne pouvait survivre, a révélé cet expert. Un seul devait survivre, et Cameron rajoute que c'était Jack qui devait mourir, parce que en fait, Rose était riche et que c'est les pauvres qui meurent. Ah non, il n'a pas dit ça, pardon. Il a dit Jack doit mourir parce que son amour était symbolisé par son sacrifice. Donc voilà. Voilà. Moi, je peux juste te dire Rose que est innocente, Greg. Cette étude, elle a été payée par qui? Cette étude, elle a été payée par James Cameron, qui voulait que cette étude prouve que son scénario avait raison. Non, mais
Et il dit bon, maintenant que vous avez le vrai la vraie info, voilà, maintenant qu'il y a eu des scientifiques qui se sont penchés dessus, lâchez-moi la grappe avec cette question. Revenons à Avatar 2 parce que j'aimerais bien que l'interview se concentre sur le film parce qu'il doit rapporter beaucoup de dollars. Mais apparemment, ça c'était du off qui est voilà. Non, mais c'est intéressant et ça, moi, ça m'a fait rire cette petite anecdote parce que je suis persuadé en plus qu'ils ont réellement fait cette étude. Il y a des mecs qui avaient fait des montages avec la planche pour montrer que les deux pouvaient tenir. Mais en fait, non. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après, Rose s'est fait un petit feu de camp sur la planche pour se réchauffer les mains. Et s'il n'y avait pas eu ce feu de camp-là, elle serait probablement morte d'une mort glaciale. Voilà. À toi, mon cher Greg. J'espère que ta news suivante sera aussi intéressante que la mienne. Merci à toi de mettre la barre aussi bas. Du coup, Dwayne Johnson ne sera plus Black Adam. C'est une news qui est tombée il y a quelques jours. Donc, Quoi Attends. Dwayne Johnson a dit que c'était un succès. Il a dit « I am the future of DC Comics. Henry Cavill, come on baby. It's a success. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que James Gunn, il s'est dit OK, mais power is power. Et il a demandé à la garde de virer Dwayne Johnson du bâtiment et Dwayne Johnson a dû partir. Donc en gros, Dwayne Johnson il n'y aura pas de suite. La garde composée d'une 30aine de personnes, tous catcheurs. Merci. Et du coup, pour en revenir à ça, Dwayne Johnson donc ne sera plus Black Adam. C'est donc un des très nombreux Henry Cavill, notamment du côté de devant l'image, derrière l'image, Patty Jenkins ne sera pas à la réalisation du prochain Wonder Woman. Donc en gros, James Gunn et son acolyte sont en train donc de cleaner, de faire vraiment un nettoyage complet du DCU et à ça il y a un, je sais pas d'où ça sort, mais Zachary Levi qui est parti, donc sur lequel il y a encore rien eu d'annoncé. Il y a rien eu d'annoncé parce que accessoirement ce serait complètement suicidaire puisque le nouveau film Shazam qui va sortir dans quelques temps, ce serait très étrange d'avant que le film sorte de faire une annonce en disant ce film est tellement naze qu'on l'a déjà coupé et l'acteur principal n'aura pas de suite. Donc évidemment que Shazam pour l'instant n'a aucune annonce. Enfin, pour Zachary Levi, s'il va reprendre ou pas Shazam dans une troisième version du film. Et Zachary Levi est arrivé à la rescousse de James Gunn en expliquant, il a fait une vidéo sur son Instagram en expliquant qu'il fallait arrêter de les lyncher parce que évidemment, beaucoup de fans de Henry Cavill, beaucoup de fans de Dwayne Johnson se sont très très énervés contre James Gunn et Warner. Et du coup, Zachary Levi a dit mais laissez-leur leur chance. Pour l'instant, il faut leur laisser leur chance de montrer ce qu'ils veulent faire avec le DCU et ne pas les attaquer tout de suite. Bon. Voilà. Ce qui est, ma foi, du bon sens. Déjà, de lyncher des gens sur Internet, c'est souvent pas bien et répréhensible par la loi. Mais c'est vrai que c'est marrant que c'est un des seuls derniers super-héros à ne pas être Tej qui prend leur défense magiquement. Ouais, il a envoyé un SMS à James Gunn après d'ailleurs, où il a mis « T'as vu chef, je t'ai défendu » avec un petit smiley, cœur. Et alors moi j'ai juste un truc que je veux rajouter, c'est aussi les fans du Snyderverse qui ont lancé un hashtag virer James Gunn parce qu'ils n'en décrochent pas, ils veulent à tout prix le retour du Snyderverse. Je ne comprends pas. Et les acteurs sont partis, Snyder est parti, il veut pas revenir. Mais il a spoil le Justice League 2 et 3. Oui, il a dit qu'un jour. Là, il a dit que peut-être un jour il serait content de revenir, mais on le sait bien que c'est faux. Il a souhaité bonne chance à James Gunn. Enfin, tout le monde l'a vu ça comme un souhait, un message de sa part de vouloir revenir. Mais non, c'est comme la pègre, tu sais. Oui, je te souhaite bonne chance à ton poste.
Mais il est parti tellement vénère de la Warner qu'en interview, il a balancé le scénar du 2 et du 3. Donc, on sait déjà ce qui va se passer dans les 2 prochains films. S'il est fait, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je suis comme Zachary Levi. Alors, James, si tu m'entends et que t'as personne pour Superman, ben, je vais te défendre. Sache, James, qu'en effet, tu n'as pas encore montré de la moindre chose sur l'univers d'ici à venir. Peut-être que ça sera mauvais, mais peut-être que ça sera bien. Et j'ai hâte de voir ce que diront les gens qui l'ont défoncé avant d'avoir vu le moindre film de lui chez DC depuis qu'il a pris les commandes avec. Après, le principe, c'est pas qu'il réalise tous les films de DC, hein. Juste on le rappelle. Ah, mais il va pas les réaliser de toute façon. Il est censé être ils sont censés être deux à gérer quelle va être l'histoire, avec Safran, ouais. Comment les films vont s'entrelacer, etc. Comme Feige, quoi. Il n'est pas prévu que ce soit James Gunn réalisation one-man show. Tu sais que beaucoup de gens, y compris James Gunn et chez DC, tout le monde se défend du fait que Gunn et Safran aient le rôle de Kevin Feige. Mais quand on leur demande les différences entre les deux rôles, absolument personne n'arrive à en trouver. Donc je continue de dire que Gunn et Feige vont être, Gunn et Safran vont être les Feige de DC. Et c'est très bien. C'est très bien. Après, on a découvert, et on en parle dans une vidéo sur l'IA sur la chaîne, qui arrivera prochainement, on a découvert dans une production Marvel que Kevin Feige était lui-même une IA. Mais du coup, est-ce qu'on découvrira que James Gunn en est une aussi ? Mystère et boule de gomme. Oui. T'as vu, j'ai spoil sans dire de quoi. Du coup, c'est à toi la suite. Oui, moi je vais vous parler d'un autre bad buzz sur Twitter, ça touche Paramount+, qui s'est lancé en décembre, et qui... alors, est-ce que c'est vraiment de leur faute ou pas ? C'est aussi un problème actuel avec Twitter. Je sais pas si tu as remarqué sur Twitter, les campagnes sponsorisées de Paramount, et pas que de Paramount, ça marche aussi avec Avatar 2 et puis Genshin Impact par exemple. Elles sont très 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 spammées sur les TL des gens. Et là, pour Paramount, ça a été un truc de dingue. Il y a pas mal de personnes d'ailleurs sur Twitter qui se sont amusées à faire des vidéos de leur TL pour montrer que tous les 4-5 tweets, ils avaient un tweet sponsor de Paramount+. Apparemment, Paramount est également affiché partout dans Paris, partout dans le métro. Enfin, il y a une campagne sur YouTube aussi. Il y a beaucoup de Paramount. Il y en a aussi au cinéma. Moi, j'ai vu une longue pub de Paramount qui était d'ailleurs plutôt pas mal avec Bryan Cranston et d'autres stars au ciné. Il y en a à la télé. Enfin, il y a une très très forte promotion de Paramount. Alors, on va pas leur reprocher. La plateforme sort maintenant. Mais le bad buzz vient surtout de Twitter, où en fait il y a eu un tel spam de tweets sponsor Paramount que ça a eu un effet contraire à ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire que ça a agacé énormément, et Paramount Plus a été à un moment donné en tendance. Et c'était pas une tendance sponsorisée, hein. Il y a eu aussi les tendances sponsor, mais il y a eu une tendance tout court, où en fait c'était que des gens qui se plaignaient de Paramount. Et il y a un autre truc qui m'a fait rire. C'est quelqu'un qui a partagé, tu sais, sur Android, ou je sais pas quel store, il a téléchargé l'appli Paramount, et il met abonnement résilié pour la période d'essai. Il y a les programmes en VOST ne fonctionnent plus, sur plein de choses. C'est des problèmes de sous-titrage automatique, c'est bourré de fautes. Bref, le mec se plaint, et... Et Paramount répond derrière, bonjour, avec en crochet inséré le nom du mec. Nous apprécions vos commentaires, nous accordons grande importance à nos clients et sommes ravis de voir que vous appréciez Paramount+. Ça m'a fait rire. Ben, bref, le lancement de Paramount se passe on ne peut plus mieux. Voilà, ça c'était ma news. Est-ce que j'en refais une petite qui va te faire plaisir ? Vas-y, enchaîne mon cher Kerr. Alors, c'est une news sur les Eternals. Tu as beaucoup aimé le film Marvel. D'ailleurs, Marvel te remercie, puisqu'ils ont longtemps cherché la personne qui avait aimé le film Eternals, et ils t'ont retrouvé.
Non, je rigole, hein, j'ai beaucoup aimé Eternals aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir où on l'a mis, on a une tier list sur la phase 4 de Marvel sur la chaîne. Il y avait un truc, c'était que, et on en avait parlé à plusieurs reprises, les acteurs d'Eternals n'avaient aucune nouvelle de Marvel, ce qui est plutôt ballot quand on joue dans un film Marvel et qu'on attend une suite. Il y a notamment l'acteur indien très célèbre, dont j'ai oublié le nom, qui avait dit c'est un peu ballot parce que moi j'ai vraiment Marvel, ils ont perdu mon numéro. Et figure-toi que les choses ont l'air de changer puisque plusieurs acteurs du casting ont dit qu'ils étaient en négociation avec Marvel pour reprendre leur rôle dans un prochain film et que là aujourd'hui on n'hésite plus à dire que Eternals 2 pourrait bel et bien voir le jour, un projet qui avance petit à petit. On attend une confirmation. Il y a des places pour les films dans la phase 6, puisque suite on va dire à l'échec, en tout cas critique, de la phase 4, Kevin Feige a repris les choses en main en modifiant complètement la phase 5 et la phase 6 et en annonçant de nombreux films, notamment les 2 derniers Avengers autour de Kang. Et dans la phase 6, il y a pour l'instant que 3 films qui ont été annoncés. Donc il y a encore de la place pour des films, et pourquoi pas un Eternals 2. Voilà, il y a aussi un autre film qui a un lien, alors je me demande si c'est pas The Marvels, qui a un lien, mon cher Greg, avec un des méchants d'Eternals. Voilà, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais aussi et surtout parce que j'ai oublié beaucoup d'éléments de ces infos. À toi, mon cher Greg. Eh bien, ma news suivante, c'est une news assez rapide. C'est Finn Jones. C'est un truc qui me fait souvent sourire parce que donc du coup, c'est Finn Jones qui était donc l'acteur de Iron Fist et qu'on avait vu aussi Chevalier de la Rose, je crois, de la Fleur, je sais plus, dans Game of Thrones. Ouais. Et qui du coup a fait une annonce pour expliquer que lui aussi, comme Daredevil, il trouve que son personnage a encore beaucoup à dire et que ça lui ferait vraiment. Il pense que c'est pas une question de ça lui ferait plaisir, c'est plus une question que c'est vraiment pour le personnage et pour être vrai avec ce personnage, il faudrait que Iron Fist revienne du coup dans le MCU. Alors, ça me fait marrer parce que du coup, c'est le cas aussi du Love Interest féminin de Daredevil. Et là, au final, tous les acteurs donc des Defenders de l'époque Netflix, les uns à la suite des autres, sont en train de revenir et taper comme ça à la porte ou de gratter comme un petit chat comme ça qui va gratter à la porte. Miaou. Tu vois, au lieu de miauler pour avoir du lait, tu vois, il miaule pour savoir s'il peut avoir un petit billet vert. Et du coup, c'est vraiment le syndrome en ce moment, avec cette streaming war qui explose. Il y a vraiment tous ces films du passé, il y en a certains qui sont chers à notre cœur, mais il y en a plein de licences qu'on est tout à fait content d'oublier. Moi, je suis tout à fait content. J'avais complètement oublié l'existence de Iron Fist dans mon quotidien. Je n'étais pas en train de me redire « Oh là là, cette série, Iron Fist, qui était nulle sur la saison, machin. » Et vraiment, c'est marrant parce que du coup, on sent que comme le gâteau a grossi, tous ces acteurs, et on comprend, c'est leur travail, essayent de récupérer une part du gâteau. Et c'est vrai que là, toutes les semaines, on voit, je vois 2, 3, 4 news d'acteurs qui font des annonces tout seuls avec eux-mêmes sur le fait qu'ils aimeraient bien reprendre un rôle d'un film d'il y a 10 ans, une série d'il y a 3 ans. Et bide ou pas bide, c'est pas le problème. Le but, c'est de faire tout revenir, quoi. Et voilà. Moi, je serais content de voir une autre version d'Iron Fist. Pas que c'était un très mauvais acteur, mais ça a donné... C'était un cul-de-sac. C'était pas très bien joué. Il n'y avait pas le panache de la saison 1 de Daredevil. Moi, je suis content qu'on laisse les expériences loupées dans le passé aussi, tu vois, et tenter des nouvelles choses. On n'était pas du tout d'accord sur la deuxième saison de Iron Fist, mais pour le coup, elle avait laissé des choses en suspens qui étaient intéressants et qui pourraient être repris par le MCU. Mais quelques bonnes pistes dans une œuvre un peu pourrie, ouais, c'est pas très grave. Pas très grave de pas vraiment le voir toute la suite. Peuvent. Tu sais qu'accessoirement, je trouve que la série Daredevil, moi, je la sens pas du tout. Mais par contre, je la j'aimerais sens pas quand même. Très très fort non plus, pour être tout à fait honnête.
Et moi, il y a un truc que vraiment j'aimerais souligner, c'est que là, tu parles voilà, de l'opportunisme de certains acteurs et qu'on peut comprendre, hein, qui veulent reprendre leur rôle et qui avaient fait partie de l'univers des Defenders de Netflix. Il y a quand même quelqu'un qui n'a pas attendu le retour officiel de Daredevil et du Caïd, et donc la canonisation, on va dire, de ces personnages dans le MCU pour très clairement prendre position. C'est Jessica Henwick qui jouait Colleen Wing, justement dans Iron Fist, et qui avait refusé un rôle majeur dans Shang-Chi, et donc bien avant le retour du Caïd et de Daredevil, parce qu'elle avait dit que ça allait arriver, que les séries Marvel des Netflix allaient être incorporées au MCU et qu'elle voulait reprendre son personnage de Colleen Wing. Elle en avait notamment parlé dans la promo de Matrix 4, dans le film dans lequel elle joue, et elle avait dit qu'elle refuserait tout rôle de Marvel parce qu'elle était Colleen Wing et elle serait de nouveau Colleen Wing à l'écran du côté du MCU. Donc elle, pour le coup... Alors moi j'ai bien aimé Iron Fist, et une des raisons principales de ça, c'est bien évidemment le personnage de Colleen Wing qui était très bien, outre le fait que j'adore Jessica Henwick, qu'on avait vu dans Goth, mais qu'on a vu récemment dans Glass Onion avec Daniel Craig. Voilà. T'as une autre news ou j'en fais une? Non, vas-y, je te laisse la main. Alors, laisse-moi la main et je vais continuer de parler de l'ami James Cameron et d'Avatar. Il y a une histoire qui est quand même rigolote. C'est que, en fait, Sam Worthington, qui était le héros d'Avatar 1, ça devait pas être lui qui jouait Jack Sully au départ, ça devait être Matt Damon. Et Matt Damon a dû refuser le film parce qu'en fait, il était occupé avec la saga des Jason Bourne. Et c'est dommage parce que, en fait, dans son contrat, il aurait touché 10% des bénéfices d'Avatar. Donc pas 10% du box-office, hein, 10% des profits, ou enfin, bref, un énorme chèque quand on sait que le film est le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc, d'un point de vue choix, Bourne, Avatar, on va dire que Matt Damon est un peu chié dans la colle. James Cameron avait révélé cette info, et James Cameron en a reparlé. Il a dit qu'il aimerait vraiment l'incorporer dans les prochains films. Il a dit oui, c'est quelque chose que nous devons faire pour que le monde retrouve son équilibre. Donc je me suis posé la question de peut-être que si le monde part en couille autant partout sur Terre, c'est peut-être parce que Matt Damon n'a pas joué dans Avatar. C'est objectivement peut-être un de nos derniers espoirs. Et puisqu'on parle de manque d'espoir, il n'y en a plus pour 2 séries Netflix qui ont été abandonnées par Netflix, annulées. The Imperfect, qui est une série que j'ai regardée avec 3 jeunes qui ont des pouvoirs un peu mutants et qui essayent je sais plus si... Enfin, ils essayent de retrouver le scientifique qui leur a fait ça. C'était correct au début, très chiant à la fin, c'est annulé, c'est logique. Autre série qui est annulée, c'est Blockbuster, on en avait parlé, tu sais, c'est la série sitcom par les créateurs de Brooklyn Nine-Nine, avec notamment l'actrice Melissa Fumero qui jouait Amy Santiago dans Brooklyn Nine-Nine. La série est elle aussi annulée, elle n'aura pas de saison 2. Là par contre, pour le coup, je trouve ça dommage. Dommage pourquoi? Le début est vraiment raté, mais au fil de la saison, on s'attache un petit peu au personnage, et j'aurais bien voulu voir une deuxième saison, d'autant plus que ça doit vraiment, pour le coup, pas être une série très chère à produire. Donc voilà, ça donne du grain à moudre à ceux qui disent qu'il faut attendre qu'il y ait une saison 2, une saison 3 chez Netflix avant de commencer à regarder le visionnage. Parce que c'est vrai que ça fait 2 séries encore que j'ai commencé et qui n'aura pas de suite. À toi, mon cher Greg. Alors mon cher Kerr, je vais te parler d'une news qui est moyennement funky, je t'annonce la couleur. C'est une news sur Bill Cosby. Alors Bill Cosby, eh bien en fait, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu de très nombreuses, et alors là quand je dis très, c'est vraiment avec un très grand trait et avec beaucoup de S, femmes qui sont venues l'accuser de viol. Visiblement, il droguait ses victimes. Elle se réveillait le lendemain, elles avaient été violées, ou il est violé juste comme ça. En tout cas, c'est
c'est les accusations. Et en fait, donc ça a explosé lors d'une... Enfin, tout ça a explosé au grand jour quand, en 2014, je crois, un humoriste américain en stand-up a parlé de ça. Le stand-up a été filmé par un téléphone portable, la vidéo est devenue virale, et le truc, c'est que depuis, beaucoup de femmes sont venues devant les tribunaux, et en fait, depuis 2014, il y a beaucoup de ces procès qui se sont avérés être mistrial. Donc, c'est-à-dire que c'est, je ne sais pas si tu connais le mot en français, c'est quand en gros un procès aux États-Unis, le juge estime qu'en fait la chaîne des preuves ou etc. Il y a eu un problème et du coup le procès est débouté. Et il a eu de nombreuses de ces accusations qui n'ont du coup pas été jugées puisque la plainte a été entièrement déboutée. Il y a eu des fois où il a été condamné. Il y a eu plusieurs fois en 2018, en 2019. Alors à chaque fois, on reconnaît le tort et il a des sommes à verser. Et là, en 2022, il y a encore eu une nouvelle fois $500 000 qu'il a dû payer. Mais en Pennsylvanie, il vient de gagner un des procès. C'est en 2021, en Pennsylvanie, la Cour suprême a cassé un des procès et du coup il peut complètement de nouveau faire des spectacles, et donc ils ont annoncé qu'ils étaient en train d'organiser un nouveau one-man show de Bill Cosby en Pennsylvanie l'année prochaine, et qu'ils étaient donc très heureux de pouvoir faire la promotion de ce futur spectacle. Et là, c'est un petit peu vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Donc d'un côté, la cancel culture a des défauts, vouloir cancel des comportements du passé qui sont dans le passé. Mais là, en même temps, c'est plus de la cancel culture, quoi. C'est un criminel qui a été dans plein d'États américains. C'est un violeur avéré et qui là va reprendre du coup la scène. Alors c'est pas fait, évidemment, s'il y a des gros mouvements. Donc imaginez que déjà Dave Chappelle a du mal à trouver des salles parce que pas juste, mais il y a des mouvements de personnes qui sont pas d'accord avec ses blagues, et donc ils ont fait annuler certaines de ces dates. Évidemment, sur le cas de Bill Cosby, ça risque d'être massif. Mais voilà, moi je pensais pas qu'on aurait de nouveau médiatiquement des créations de Bill Cosby. Je vous avoue que j'étais un petit peu médusé par cette annonce. Mais alors j'ai une question. J'ai une question Voilà. taquine, on va dire. S'il est condamné aux États-Unis dans de nombreux endroits, est-ce que ça veut dire que potentiellement il pourrait gagner un César en France ? Simple question, hein. Mais c'est possible. C'est pas impossible. Les Césars sont capables de tout, hein, ils l'ont prouvé. Oui. Non, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que du coup. Mais bon, le truc c'est que qui va aller le voir, tu vois ? Enfin, peut-être qu'en prison, dans l'aile des viols, il y avait d'autres violeurs qui trouvaient ces spectacles hyper drôles. Est-ce que du coup, il s'est dit non, mais en fait, je suis un tueur, parce que les tueurs, ils rigolent à mes blagues. Et du coup, peut-être qu'il a vraiment pas... sa pensée, tu vois, quand il était en prison, a complètement vrillé. Et du coup, il pense que dans le monde réel, des gens vont être encore amusés de ça. Je sais pas, mais même pour sa sécurité, je trouve ça fou, quoi. Peut-être qu'il s'est dit j'ai survécu aux douches, alors c'est pas un spectacle en Pennsylvanie qui va me faire peur. Je sais pas, mais moi je trouve ça dingue. Voilà. Bon, si le spectacle il y a bien lieu, je tiens à vous le dire, on ne le couvrira pas sur Cult & Click, mais ouais, je trouve ça fou.
Alors, je vais profiter du fait que tu as parlé d'un spectacle à vomir pour parler exactement de l'inverse, un spectacle que j'ai trouvé absolument génial et je voulais en parler. Et je voulais également le conseiller chaudement à Galadriel qui réalise cette vidéo. C'est le spectacle de Walidia sur Amazon Prime qui s'appelle Ensemble ou Rien. Ça dure 1h20, 1h20 vraiment délicieuse. J'ai kiffé. J'ai lancé ça un soir dans le lit en me disant allez, je regarde 5-10 minutes. Et après, je m'endors. J'ai regardé les 1h20 pliés. C'est extrêmement pertinent. C'est un comique qui est très très intelligent et que j'aime écouter sur France Inter dans ses différentes chroniques. Trop rare, mais toujours très réussi. Et là, ce spectacle, et il fait mouche sur tous les sujets et d'actualité. Et vraiment, Walidia, et c'est pour moi très très bon. Donc, je vous conseille chaudement son spectacle. Voilà. Et il plaira beaucoup à Galadriel, ce spectacle. Donc voilà, je peux faire une news, mon cher Greg ? Vas-y, mon cher K. Alors, je vais vous parler de Ridley Scott. Ridley Scott qui a fait un film sur Nicolas Sarkozy pour Apple. Ah non, pardon, sur Napoléon. Pardon, je confonds toujours. Avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon. Donc ça va traiter du début de la carrière de Napoléon. Et en fait, Ridley Scott, dans le magazine Empire, a parlé de Joaquin Phoenix. Globalement, on pourrait traduire ça par il me les brise un peu, le Joachim, mais il dit des trucs très intéressants. Il dit que c'est un acteur qui est complètement différent des autres, qu'il agit beaucoup par intuition, et que en fait, du coup, sur le tournage de Napoléon, il veut absolument comprendre tout ce qu'il fait. Donc, par exemple, il pourrait pas jouer dans un Transformers, ça c'est clair. Et Joaquin Phoenix posait des questions sur tous les aspects du scénario et relevait tous les éléments qui étaient un peu soit tordus, soit pourraient être mieux du scénar, au point où en fait Ridley Scott a reconnu qu'ils avaient retravaillé la quasi-totalité du scénario avec Joaquin Phoenix pour lui convenir. Alors j'ai envie de dire, vu la carrière de Joaquin Phoenix, j'ai envie de dire c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est quand même un acteur qui n'a dans son CV quasiment que des grands films. En tout cas depuis un paquet d'années maintenant. Donc et alors le truc que dit Ridley Scott, c'est il me reprenait point par point et je ne disais rien parce que tout ce qu'il me disait était incroyablement constructif. J'ai trouvé ça très intéressant de la part de Ridley Scott de l'avouer, et puis bien évidemment j'imagine le travail avec Joaquin Phoenix. Le film Napoléon qui sortira donc sur Apple TV+, c'est un film exclusif qui sortira pas au ciné, et avec Vanessa Kirby qui jouera donc sa compagne. Vanessa Kirby qui avait crevé l'écran dans The Crown saison 1 et 2, et rappelle-toi, c'est celle qui joue dans le Fast and Furious avec Statham et Dwayne Johnson. C'était l'actrice qui n'avait pas compris que dans ce genre de film, il ne fallait pas jouer particulièrement bien. Et elle était excellente dans le film. Du coup, elle faisait tâche, je trouve, par rapport au reste du casting, où elle avait toujours des scènes brillantes, plus ou moins. En tout cas, elle sortait vraiment du lot. Excellente actrice, Vanessa Kirby, qui était nominée, il me semble, aux Oscars pour un film qui est sorti sur Netflix l'année dernière, dont j'ai oublié le nom, je suis navré. Mais voilà, grande actrice. Voilà, mon cher Greg, t'as une autre news ? J'ai une petite news de fin, c'est Alice in Borderlands saison 2, meilleur démarrage de série japonaise sur Netflix. Alors après, j'ai envie de dire, le contexte s'y prête. Alice in Borderlands, quel est le pitch ? Des personnes sont bloquées dans un jeu où à chaque étape du jeu, la vie des participants est mise en danger. Oui, ce scénario fait beaucoup penser à Squid Game, qui était donc le plus gros succès coréen. Et Alice in Borderlands, et ses saisons 1 étaient sorties avant Squid Games. Et Alice in Borderlands avait un scénario qui correspondait beaucoup à plein d'autres animes qui sont sortis une bonne année avant. Donc, on va dire que chacun s'inspire. Et du coup, le succès de Squid Game se sent sur Alice in Borderlands. La saison 1 avait été aussi un très gros carton.
Ça explique cela. En tout cas, nous, on va regarder cette saison 2 cette semaine, et si elle s'avère être de qualité, eh bien, on aura grand plaisir avec elle d'en faire une vidéo. Voilà. Alors, moi, je veux juste réagir aux chiffres qui ont été donnés. Dans la manière de communiquer, alors c'est de plus en plus maintenant, c'est même toutes les semaines Netflix annonce les chiffres de visionnage, etc., etc. Là, les choses me laissent à penser que le démarrage d'Alice in Borderland est bon, sans être non plus un raz-de-marée. Voilà. Les chiffres qui ont été donnés sont par exemple très loin de ce qu'avait récemment fait mercredi. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini. Kerr, si j'avais moi une réaction sur ta news, en fait, sur parce que j'étais en train de préparer, enfin de relire ma news sur Cosby pendant que tu en parlais. Mais Matt Damon, en fait, c'est presque pire que ce que tu décrivais. En fait, il dans une interview, parce qu'à plusieurs reprises, il a dit qu'il était bloqué sur la post-production de Jason Bourne 3, et dans une interview, il a dit qu'il pouvait quitter la post-production de Jason Bourne que son contrat lui permettait, mais qu'il a préféré finir et par loyauté pour l'équipe, pas lâcher le film alors qu'il y avait besoin de reshoot ou de sa présence en post-production. Et quand on voit c'est le moins bon des trois, et enfin voilà, on comprend la déception totale de Matt Damon. Son banquier le remercie d'ailleurs tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il a moins d'argent à gérer ? Bah... oui. Mais tu sais, il faudrait un jour se pencher sur les pourcentages que prennent les acteurs, parce que le pourcentage pris par Johnny Depp sur Pirates des Caraïbes et surtout Harrison Ford pris sur Star Wars 7 font qu'ils se sont vraiment mis très 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 bien. Tu sais d'ailleurs, en parlant d'Harrison Ford, il y a le nouveau spin-off de Yellowstone qui est sorti, et avec Hélène Mirren qui marche très bien, et ça me permet de glisser un mot si tu veux bien sur le premier spin-off de Yellowstone. Je veux juste réagir sur Matt Damon, ouais. Avant qu'on change de sujet. Matt Damon et Ben Affleck, en fait on leur reconnaît pas cette qualité ou ce défaut, mais ils sont très 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 businessman. Il y a pas mal de films dans la filmo de Matt Damon qui sont faits vraiment pour des raisons de business. Il y avait The Wall ou un truc comme ça qui était le mur chinois, la grande muraille de Chine qui devait défendre avec un co-casting chinois, qui était une des plus grosses productions sino-américaines de l'époque. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse production commune entre la Chine et les US. Et en fait, il a fait ce film complètement pour des raisons de pur business, pour augmenter la puissance de sa marque, de lui, Matt Damon, en Chine, et de tenter le fait de faire du cinéma avec un nouveau marché. Il y a plein de choses qu'il fait qui sont vraiment dans une logique d'industrie. Là, il a créé avec Ben Affleck une nouvelle société de production qui aide les jeunes talents à, on va dire, s'intégrer à Hollywood. Et du coup, c'est des choses que toutes les célébrités font pas forcément, mais je pense que il y a plein de choses qu'il fait qui ne sont pas des succès, mais je serais pas surpris qu'on se rende compte que Matt Damon, d'ici quelques années, soit une des stars hollywoodiennes les plus riches, parce que tout le business qu'il fait à côté. Shaquille O'Neal, pour prendre un exemple du monde du sport, est un des top 3, si ce n'est peut-être top 1, je pense que ça se joue avec Jordan, plus riche de l'histoire de la NBA, non pas sur ses salaires, mais de très loin, non pas sur ses salaires, mais parce qu'en fait, il a investi dans Google à la création, parce qu'il a investi dans énormément de sociétés de la tech qui ont explosé, et du coup, il ne communique pas de chiffres, mais beaucoup estiment qu'il est du coup au coude à coude avec Jordan, voire peut-être au-dessus, ce qui serait fou. Voilà, donc il y a l'argent qu'il gagne et l'argent, comment il l'utilise, et ça c'est une deuxième chose. Ouais. Et donc je reviens sur 1883 qui est dispo sur Paramount+, premier spin-off de Yellowstone. J'avais déjà parlé de Yellowstone, donc c'est un ranch. On suit la famille Dutton dans un ranch aujourd'hui avec donc Kevin Costner, Kelly Reilly, Wes Bentley, notamment, et j'ai oublié l'acteur que j'adore dans la série, Cole Hauser, qui est dans la série aussi. Et en fait, ils ont décliné plusieurs, Taylor Sheridan, le créateur,
décline plusieurs spin-offs sur différentes époques pour voir un peu comment évolue la famille Dutton dans le passé. Le premier spin-off 1883, j'ai vu les 4 premiers épisodes. J'ai pris 4 claques, c'est excellent, vraiment excellent. Donc je vous conseille chaudement 1883 et vous n'avez même pas besoin d'avoir vu Yellowstone pour regarder cette série. Voilà mon cher Greg, je te laisse le mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que quand je coup de cœur, je me régale. Je mange un petit popcorn pendant qu'il fait ses news. Et c'est du caviar, en tout cas. Il n'y aura pas de caviar pour mes fêtes de fin d'année, mais de t'avoir écouté, sache que ça n'en valait pas moins. Merci à toi, mon cher Kerr, et beau popcorn à tous.